Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième séance de séminaire organisée par le programme NAM, Narrer depuis l'Afrique, l'action multilatérale. Ce programme de séminaire organisé au sein du LASPAD, le laboratoire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est un séminaire qui suit l'actualité multilatérale depuis l'Afrique, c'est-à-dire que on regarde les différents événements, les grands événements multilatéraux qui ont eu lieu tout le long de l'année, et on essaye d'apporter une perspective africaine pour analyser ces événements et comprendre de quoi ils retournent. Aujourd'hui, c'est une séance qui tombe à point, puisque elle se déroule le 25 novembre 2025, deuxième jour du sommet Union africaine-Union européenne, qui est donc un gros événement multilatéral et un des événements les plus importants pour le multilatéralisme de la fin de l'année. C'est un mouvement, c'est une séance aussi qui arrive à point nommé dans un sens un petit peu plus large, parce que depuis une dizaine d'années, on a l'impression que le continent africain est de nouveau l'objet de l'attention internationale, de l'intérêt des grandes puissances habituelles comme les États-Unis, la Chine, voire l'Union européenne, mais aussi d'autres puissances comme la Turquie, la Corée du Sud, qui organisent toutes leur sommet avec le continent. Et donc ça pousse aussi à nous interroger. On se demande si encore une fois l'intérêt pour l'Afrique n'est pas le résultat de cette compétition géopolitique qui revient à l'ordre du jour aujourd'hui. Ça soulève toutes des questions de cet ordre-là, mais aussi ça nous pousse à nous interroger sur pourquoi est-ce que les États africains participent à ces sommets. Pourquoi est-ce qu'ils mettent en avant cette diplomatie, cette fameuse diplomatie de Africa Plus One, donc ces fameux sommets Union européenne plus Afrique, États-Unis plus Afrique, Russie, Afrique, etc. Pourquoi? Quel est l'intérêt des États africains à participer à ces sommets-là? Donc pour répondre à toutes ces questions aujourd'hui, on a vraiment l'immense plaisir de recevoir Folashade Soule-Kondou, qui est Senior Research Associate aujourd'hui à Oxford, qui a réalisé sa thèse à Sciences Po Paris sous la direction de Bertrand Badi, déjà sur les questions de multilatéralisme depuis le Sud, avec un intérêt pour le forum IBAS. Et ensuite, Folashade a fait un postdoc à la LSI à Londres, et elle publie aujourd'hui des papiers très très importants sur les relations entre la Chine et l'Afrique, des papiers énormément reconnus parmi la communauté scientifique, donc sur les relations Chine-Afrique, sur la coopération Sud-Sud, mais aussi sur ce qu'on appelle l'agencéité dans les relations internationales en Afrique. Je vais mentionner un seul de ces papiers qui est probablement l'un des plus connus, que Folashade a publié chez African Affairs en 2020, qui s'intitulait Africa Plus One Summit Diplomacy and the New Scramble Narrative Recentering African Agency. Donc voilà, ce papier a été énormément apprécié, je pense, par la communauté scientifique, et il pose des questions que Folashade Soule-Kondou va développer aujourd'hui. Donc je ne me fais pas plus long, Folashade, je vais vous laisser la parole. Donc je vous laisse partager votre écran. Donc vous avez la parole pendant environ 25-30 minutes, et ensuite on laissera le public poser ses questions pour développer un petit peu les arguments qu'on aura aujourd'hui. Donc je vous laisse la parole, Folashade. Merci beaucoup, Efron, pour l'invitation, et bonjour aussi à toute la communauté du LASPAD. C'est un plaisir de vous rejoindre. L'objectif de cette présentation, la thématique que Bertrand a très bien introduit, portera sur la diplomatie du sommet Afrique plus 1. L'objectif, c'est d'interroger l'agencéité africaine. Je vais revenir sur ces différents concepts. Mais peut-être pour introduire le sujet, il faut savoir que il y a vraiment comme Bertrand l'a souligné, une vraie recrudescence des sommets Afrique plus 1, Chine-Afrique, Turquie-Afrique, Japon-Afrique,
qui viennent se rajouter au-delà des partenaires traditionnels. C'est ça que ce n'est pas quelque chose de nouveau, cette dynamique de sommet et un partenaire qui soit traditionnel nouveau associé à l'Afrique. Mais ce que cela montre, c'est qu'il y a une implication de plus en plus croissante des partenaires et de puissances émergentes qui est le reflet de cet intérêt qui est renouvelé pour le continent, mais qui est aussi le reflet d'un ensemble d'intérêts à la fois économiques et politiques réciproques, c'est-à-dire un intérêt vers l'Afrique et dans l'autre sens aussi un intérêt de la part des acteurs africains, étatiques comme non étatiques d'ailleurs, pour une diversification des partenaires. Je vais revenir sur cela. Mais peut-être avant de commencer, ce draft qui est issu d'un article que j'avais publié pour parler, qui est aussi extrait de l'article d'African Affairs, montre un peu les différents indicateurs qu'il faut du dynamisme de ces sommets. Plusieurs choses. D'une part, donc la colonne de gauche, là, vous voyez le nombre de sommets à date et ici, l'évolution en termes d'années. Et l'indicateur que j'avais utilisé dans l'article pour African Affairs, c'est celui de la participation au plus haut niveau. Et ce qu'on constate dans ce graphe-là, c'est que bien que les sommets France-Afrique, par exemple, sont très nombreux, parce qu'ils ont commencé bien avant, depuis la période post-indépendance, on constate qu'en termes de nombre de participants, ce sont plutôt les nouveaux sommets, les sommets des nouveaux partenaires, que ce soit Chine-Afrique, Inde-Afrique, etc., et Russie-Afrique aussi dans une certaine mesure, qui rassemblent plus qui ont participé davantage de présidents, secrétaires de gouvernement, etc. Alors, en ce moment aussi, là, je parle de sommet Afrique et partenaire bilatéral, mais c'est aussi l'intérêt aussi manifeste pour des sommets qui rassemblent les deux continents, les deux organisations régionales, comme c'est le cas en ce moment du sommet Union africaine, Union européenne. Donc, il faut peut-être commencer aussi par des définitions conceptuelles. Ces concepts ne sont pas nés dans le vide, il faut les conceptualiser, il faut les définir et aussi les contextualiser. Il faut savoir qu'en relations internationales, le terme sommet en lui-même désigne vraiment l'ensemble de ces échanges de haut niveau et les réunions qui ont lieu entre les principaux responsables politiques. Cela peut englober à la fois des réunions formelles, des réunions semi-formelles, informelles dans une certaine mesure parfois, mais aussi les visites officielles et tout un ensemble de communications intelligentes politiques. Ça, c'est le terme sommet. Maintenant, quand on parle de diplomatie de sommet, ce que les anglophones appellent sommetry, cette diplomatie de sommet, c'est vraiment un ensemble, un exercice diplomatique qui est mené par des responsables politiques de haut rang, supérieurs à celui du ministre. Là, on parle vraiment de la participation des chefs d'État, du gouvernement, et aussi de certains acteurs qui participent par leur fonction. Je pense notamment au ministre des Affaires étrangères, par exemple, et des ministres. D'ailleurs, la diplomatie de sommet, c'est souvent des délégations qui accompagnent le chef de l'État, ou bien le Premier ministre, et de retrouver le ministre d'État, ou bien aussi des délégations des chefs d'entreprise. Alors, cette diplomatie de sommet, il faut l'avoir aussi à travers une approche fonctionnaliste. Quelles sont les fonctions? Elles sont multiples. D'une part, il y a une fonction symbolique, les sommets en série, donc, et également les différents sommets ad hoc. Ça permet vraiment de socialiser. Cela permet à ces différents États, chefs d'État et autres, de se retrouver entre eux avec leur père et entre eux de charmer par l'accueil. Les autres dirigeants étrangers, mais aussi charmés pour c'est la question de l'attraction, l'attraction mondiale que reprend le concept de l'étranger. Mais il faut savoir que dans cette fonction symbolique, il y a vraiment une publicité et une sorte d'attention qui est accordée à ces sommets au niveau national, mais également au niveau international.
et aussi au niveau individuel pour ceux qui sont présents. Et c'est vraiment l'effet symbolique qui est recherché à travers cette fonction symbolique. C'est de rassembler un ensemble d'acteurs et de faire en sorte que des décisions importantes soient prises à travers des déclarations à la fin de cela. Mais il y a aussi une fonction de légitimation et de pouvoir des dirigeants politiques. C'est celui qui reçoit, et je reviendrai dessus, parce que c'est l'une des fonctions aussi limitantes de cet exercice diplomatique, mais disons que ce sommet réaffirme vraiment cette légitimité et ce pouvoir pour les dirigeants politiques. Au-delà de la fonction symbolique, il y a une fonction plus substantielle, plus importante, qui est que c'est une opportunité qui est offerte pour aux différents décideurs sur place d'interagir et d'expliquer leur position sur des sujets de politique étrangère ou de politique internationale, mais aussi d'entendre les positions des autres. Et c'est là qu'il y a cette fonction qui est la fonction consultative, qui est que ces décideurs discutent vraiment de plusieurs sujets, mais sont informés aussi d'un certain nombre d'autres sujets auxquels ils n'avaient peut-être pas prêté attention. Et il faut donc savoir que ces fonctions qui sont à la fois symboliques et substantielles, on ne peut pas vraiment les hiérarchiser. Elles sont tout aussi importantes l'une que l'autre et elles permettent aux chefs d'État et aux États de vraiment servir leurs intérêts. Et ça participe au prestige aussi de l'État qui organise le sommet. Et comme on verra de ceux qui participent, de ceux qui sont arrivés. J'aimerais rapidement balayer les choix des partenaires. C'est-à-dire, comme vous avez pu voir dans le graphe précédent, il y a une participation de plus en plus élevée au sommet africain qui sont organisés par les nouveaux partenaires. Ils ne sont pas si nouveaux que ça, mais il faut dire que depuis 2 décennies maintenant, cette puissance émergente, je pense notamment le BRICS, les plus, sont vraiment devenus des nouveaux partenaires de l'Afrique et on remarque une recrudescence du sommet organisé par ces pays et de la participation des acteurs africains, et notamment le chef d'État à ces sommets. Alors, très rapidement, quand on voit la Chine en Afrique, la Chine est vraiment définie comme une puissance un peu hyperactive, voire une présence quasi totale sur le continent, à la fois, on va au-delà maintenant d'une présence économique, il y a aussi une présence diplomatique très forte, culturelle, les instituts Confucius. La Chine, c'est le premier partenaire bilatéral en termes d'aide, notamment pour le financement des infrastructures, en termes aussi d'aide au développement, aide humanitaire notamment, et il y a plus un secteur qui n'est pas touché par la présence chinoise en Afrique actuellement. Donc, c'est vraiment une action intégrée et ce qui explique donc la présence importante des délégations africaines aussi au sommet organisé tous les 2-3 ans par la Chine, que ce soit en Afrique et on parle souvent des prêts chinois en Afrique. Là, j'aimerais aussi apporter une petite nuance. On parle des pièges de la dette. Ce que vous pouvez voir sur ce graphe, c'est vraiment que la Chine en Afrique, c'est variable. On parle quand même de 54 États qui ne sont pas tous endettés au même niveau, comme le Nigeria, le Soudan, le Kenya, l'Angola ne sont pas aussi endettés que par exemple, le Sénégal, le Mali, même l'Algérie auprès de la Chine. Aussi, en termes de secteur, on voit qu'il y a des secteurs qui font plus l'objet de l'octroi de prêts. C'est plus les transports, énergie, mines. Et donc, c'est grave, que vous pouvez aussi retrouver sur cette base de données qui s'appelle CARI, le China Africa Research Initiative, permet donc de créer d'ailleurs vos propres graphes. C'est l'accès pareil, pas mal de projets dans les domaines du numérique sur lesquels je travaille actuellement, que ce soit des data centers, que ce soit des smart cities, on en retrouve un peu partout. D'ailleurs, au Sénégal, la Chine aussi est un acteur important pour la transformation numérique du pays. En termes
tu parlais d'intérêt politique, on constate vraiment une corrélation très forte de vote, un alignement des pays africains sur la Chine à l'Assemblée générale des Nations Unies en termes de résolution, et moins avec les partenaires traditionnels des pays occidentaux. Il faut aussi savoir que ceci, c'est un changement qui se fait parce que il y a peut-être voilà, 20 ans, c'était le cas contraire. C'était une corrélation plus forte, un alignement plus fort avec les pays occidentaux. Rapidement, en termes de coopération de défense, la Chine est aussi très présente, peut-être avec une approche moins idéologique, qui est plus axée sur tout ce qui est vente d'armes, matériel de surveillance, beaucoup de bourses d'études pour les officiers africains. Alors, pas d'intervention directe, beaucoup de maintien de la paix, et aussi des opérations de médiation, notamment dans la Corne de l'Afrique. Il y a toujours ce lien que la Chine mieux, c'est énorme, hein, entre le développement culturel davantage à la sécurité. L'Inde aussi, c'est l'un des pays qui revient souvent sur la carte, comme vous pouvez voir lors du dernier sommet en Afrique. Alors, l'Inde est beaucoup plus présente maintenant. Il y a un développement de sa présence diplomatique en Afrique. 45 missions au total. Il y en avait très peu avant. Plus de visas, notamment de visas électroniques pour 33 pays africains. Mais surtout un rôle important de l'Inde a joué pour intégrer l'Union africaine comme membre permanent du G20 lors de la présidence indienne il y a 2 ans. Donc, les partenariats aussi commerciaux augmentent beaucoup et c'est ce qui peut aussi, ce qui explique aussi le nombre plus important donc, de présence de délégations africaines. La Turquie aussi, ça revient, la Turquie, c'est pas seulement des sommets, c'est-à-dire des grands sommets, c'est beaucoup aussi de réunions et de sommets spécifiques en termes de sommets économiques, sommets en termes de défense. Il faut savoir que la Turquie est très présente maintenant en termes de coopération, sécurité et défense. La vente de drones, notamment dans les pays du Sahel, mais aussi une défense en termes de signature d'accords de sécurité et de défense avec plusieurs pays et de vente d'armes aussi, hein, de plus en plus derrière la Russie. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une intense coopération en matière à d'autres niveaux, coopération, investissement, la présence de connexions aériennes avec Turkish Airlines, mais aussi des investissements dans tout ce qui est donc voilà, de manière générale, l'agriculture, les services, etc. Et aussi dans le domaine de la construction. Vraiment peut-être des niches, hein, tout ce qui est stade, aéroport, hôtellerie. La Chine est très présente, notamment la Turquie est très présente avec des entreprises comme Suna, par exemple, et c'est vrai aussi une la Russie, dont on entend beaucoup parler en ce moment, après sa présence, qui est une sorte de puissance réémergente, hein, qui est revenue en Afrique, qui est très présente pendant la période de guerre froide, mais après la chute du bloc soviétique, la Russie est moins active. Mais là, on voit vraiment une sorte de retour en force à travers les intérêts économiques et sécuritaires, que ce soit à travers la présence de leurs entreprises dans des domaines de vente, tout ce qui est pétrole, mais aussi mines, diamants, etc. Et aussi une présence très forte en termes de vente d'armes et aussi de services paramilitaires, comme on a pu le voir avec la présence de Wagner qui peut devenir maintenant Africa Corps. Alors, bon, face à tout cela, donc là, je vais vous présenter ce panorama donc, de la présence de ces différents acteurs, nouveaux acteurs en Afrique. Ce qui a souvent été dit, c'est on assiste à une nouvelle ruée de l'Afrique. Donc là, il est important vraiment d'inverser quand même la pression et de la compléter, je dirais, en interrogeant pourquoi, quelles sont les motivations des différents pays africains à participer. Je l'ai évoqué un peu plus tôt en ce qui concerne donc, la présence des intérêts économiques, mais on peut se demander aussi quelle agence c'est.
Beaucoup ont qualifié le regain d'intérêt donc de New Scramble, de nouvelle ruée vers l'Afrique, en référence à le scramble initial, la première ruée qui était celle de la conférence de Berlin, où il y avait vraiment qui est venu sceller en fait régler entre griffes les points de compétition coloniale pour l'établissement donc des territoires en Afrique au XIXe siècle et qui a réuni toute cette délégation d'Europe, mais aussi des États-Unis de l'Empire ottoman pour définir donc ces règles de partage colonial et pour gérer ce qui était le processus de colonisation en fait pour qu'il n'y ait pas des rivalités en puissance coloniale rivale au sein de l'Afrique. On a hérité de ces différents partages de continents qui continuent de créer tout un ensemble de problèmes, mais c'est ça que cette conférence a légitimé l'idée que le continent était vraiment ce terrain de jeu et ce territoire pour les puissances étrangères qui souhaitent la coloniser. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où dans un contexte post-indépendance, on peut encore parler donc de scramble, de nouvelles. J'estime qu'il faut voir les choses autrement et interroger davantage le rôle des pays africains. Et le concept d'agencialité est intéressant là parce que ça désigne vraiment cette attitude pour les acteurs à opérer, influencer, introduire des changements à la fois socio-économiques et politiques. Donc, à travers plusieurs stratégies qui sont mises en œuvre au sein des espaces multilatéraux. Donc, l'agencialité, donc, a été définie par plusieurs auteurs, je vais citer ici certains auteurs francophones, entre autres, mais il faut savoir que quand on parle d'agencialité, cela n'implique pas forcément que de la contestation ou de la déconstruction. L'agencialité, c'est également faire avancer ses intérêts pour vraiment ses propres motivations et stratégies. Et ça, c'est le cas dans les plateformes Afrique Plus 1 pour mieux évaluer. Je pense que c'est important comme concept pour mieux évaluer comment ces acteurs interagissent avec ces plateformes Afrique Plus. Donc, au niveau des motivations et stratégies que j'ai pu identifier donc, dans cet article, et Bertrand va vous le partager après l'article mais c'est quatre principalement. C'est d'une part attirer les investissements de ces pays qui reçoivent, notamment dans un environnement africain concurrentiel. Je reviendrai dessus. La deuxième stratégie d'agencialité, c'est la diversification des partenaires économiques pour réduire la dépendance, non pas seulement auprès des pays africains, auprès des partenaires traditionnels, mais aussi auprès des nouveaux partenaires. Et je reviendrai également là-dessus. Et troisièmement, vraiment reconquérir cette marge de manœuvre en matière de politique économique. Et enfin, une sortie pour certains des isolements politiques en participant à ces sommets, ils gagnent en visibilité et ils élargissent leur réseau de partenaires. Donc, revenons sur la première stratégie. Il faut savoir que bien que les flux d'investissement direct vers l'Afrique soient nombreux, l'Afrique reste quand même, l'Afrique reste quand même le continent qui attire le moins, la plus faible part des idées. Et parmi les 20 pays qui affichent les plus importants flux, aucun n'est situé en Afrique, au niveau mondial. Et en ce qui concerne l'Afrique, c'est vraiment une concentration des IDE dans des pays, des grandes puissances régionales, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Congo, le Maroc, le Tchad. De manière variable, mais c'est quand même les grandes puissances qui attirent les IDE. Et dans ce contexte, les pays africains sont quand même en concurrence pour attirer les investissements étrangers et la multiplication des forums Afrique Plus 1 leur offre dans cet espace pour promouvoir leur pays comme étant les plus attractifs pour ces investissements, que ce soit le Kenya, que ce soit le Sénégal, que ce soit l'Éthiopie. Le but, c'était et c'est toujours vraiment d'attirer et de vendre et de promouvoir le pays comme une sorte de porte d'entrée vers d'autres marchés africains et la stabilité aussi du contexte stabilité de l'État et notamment de l'État des droits pour ces pays et de promouvoir leur pays comme des plateformes de compétences. Et donc, participer à ces différents sommets est une manière aussi de promouvoir dans ce pays, leur pays, la destination Kenya, la destination Éthiopie, la destination Mongolie.
petits Africains, les moyens, la destination Ghana, Côte d'Ivoire, etc. Donc, le but, c'est vraiment de se positionner comme des pôles économiques régionaux. Mais il faut savoir que cette concurrence n'est pas que économique, elle est aussi politique. Et les responsables politiques et autres partis au pouvoir ont également en tête des intérêts domestiques envers les pays, envers leur audience électorale au niveau domestique et pour montrer que voilà, le pays actif pour attirer de l'investissement et donc créer de l'emploi à l'intérieur et aussi attirer des investissements en matière de réalisation des infrastructures. C'est pour ça que la Chine est importante parce que les infrastructures sont vraiment considérées comme clés en termes de développement. Et permettre donc à l'État de se légitimer au niveau interne comme ayant mené des actions et de réalisation des promesses électorales avec des résultats plus ou moins mitigés, mais l'idée, voilà la stratégie que j'ai. Ensuite, il y a la deuxième stratégie, que c'est la diversification partenaire. Et la quête d'autonomie stratégique, il faut savoir que ces pays sont vraiment, le concept d'autonomie stratégique et la quête d'autonomie revient beaucoup dans les politiques étrangères à la fois des pays africains mais aussi des pays d'Amérique latine. Et donc, c'est diversifier les échanges afin de ne pas dépendre d'un ou deux pays uniquement. Mais aussi pour ne pas dépendre uniquement de la Chine, des pays comme c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les propos, parce que la Chine est devenue de nouveaux partenaires, un partenaire stratégique, mais il est important de ne pas, en fait, pour que ces pays ne passent pas d'une dépendance à une autre. Donc, la diversification des partenaires économiques permet en fait, de réduire ces dépendances excessives. Il y a aussi voilà, mettre en concurrence. La diversification permet de mettre en concurrence puissance traditionnelle et puissance non traditionnelle. Et on assiste vraiment à un exercice où le multilatéral est au service des bilatéralités. C'est-à-dire que ces sommets, c'est aussi l'occasion pour de multiples réunions en marge, des réunions bilatérales avec les partenaires et même avec d'autres pays africains qui sont présents. Et là, pour sortir de la pression de la diversification économique, pour venir par exemple sur la question des réunions bilatérales, ces sommets, le dernier sommet FOCAC a été l'occasion, par exemple, pour des pays qui sont en crise, enfin, qui ont une crise en ce moment comme le Bénin et le Niger, de se rencontrer en marge du sommet FOCAC parce qu'il y a ce projet donc, de pipeline qui avait été mis en place entre le Bénin, le Niger et avec des financements chinois. Et donc, c'était une opportunité de régler en fait, voilà, une opportunité de médiation, mais également de résolution des conflits, en tout cas à travers une réunion bilatérale en marge sommet entre les ministres des Affaires étrangères locales. Alors, troisième stratégie, la reconquête des espaces de politique économique. Ces sommets sont également une opportunité pour ces États de dénoncer les règles internationales, notamment en termes de notation, la pression de rôle importante des agences de notation comme Moody's, etc., qui entravent leur capacité à renforcer leur activité économique. Et politique aussi en matière de réduction de la dette. Et donc, ces sommets, c'est à la fois une manière, une opportunité d'être en présence d'autres, de faire des coalitions et éventuellement d'avoir des nouveaux créanciers. Enfin, la quatrième stratégie, je parlais de ces dimensions qui étaient symboliques et concrètes. Donc, participer à un sommet permet vraiment à ces dirigeants donc d'attirer l'attention du monde, mais c'est une tribune aussi pour ces chefs d'État qui sont pas invités ailleurs. Ici, vous avez l'exemple de l'ancien président et le président centrafricain qui n'étaient pas invités en raison donc, des modifications constitutionnelles, du troisième mandat. Ils étaient un peu blacklistés et isolés au niveau politique international par les puissances traditionnelles. Et donc, pour l'État, dans la Russie,
où le président russe invite ces pays à être présents, cela leur offre quand même une échappée temporaire de cette isolation politique et leur permet de montrer quand même à d'autres qui restent invités et qui sont écoutés dans une capitale étrangère. Ce qui permet aussi d'entretenir de l'activité diplomatique auprès des chefs d'État et d'attirer l'attention mondiale en montrant qu'ils restent présents sur la scène internationale. Donc ça, c'est quand même une fonction symbolique importante de ces sommets. Il faut savoir que ceci intervient aussi dans des contextes d'opinion publique changeantes. Ce qu'on peut voir, c'est que des partenaires traditionnels comme la France, et notamment dans certains pays du Sahel et en Guinée, sont en perte auprès des opinions publiques d'opinions positives, contrairement à des puissances comme la Russie qui gagne davantage en popularité. Et donc, c'est tout de même important de le noter. Pour les différentes raisons, l'objectif n'est pas d'entrer dans le vif de ce débat, mais c'est pour montrer que le changement, la participation croissante donc, des chefs d'État dans certains sommets Afrique plus 1, il y a un corollaire aussi avec les opinions publiques qui évoluent. Donc, peut-être pour conclure et ouvrir le débat, il est important de noter que lorsqu'on fait l'analyse des sommets Afrique plus 1, afin d'avoir une analyse plus complète et qui ne se limite pas à indiquer qu'il y a qu'il y a une nouvelle ruée, etc. Et c'est important de mettre les acteurs africains au cœur de l'activité diplomatique du sommet en Afrique et de ne pas uniquement voir le continent comme cette commodité, cette ressource soumise à concurrence. Et l'analyser à travers le concept d'agentivité, c'est pertinent parce que ça permet de comprendre aussi la manière dont ces acteurs exercent leur capacité d'agir dans différents contextes. Et encore une fois, je le répète, pour avoir une analyse plus complète du phénomène, il ne s'agit pas uniquement d'inverser et de voir les choses uniquement à travers un angle. Donc, c'est plus que du centrisme ou de l'afrocentrisme, c'est avoir une analyse plus complète du phénomène et donc, voilà, l'aborder sous différents angles. Il y a tout le monde des limites à cet exercice. C'est que les organisations régionales comme l'Union africaine, la CEDEAO, qui avaient adopté à leurs États le processus de Banjul. Normalement, c'est pas les différents États qui se représentent à ces sommets, c'est chaque organisation régionale qui doit présenter un représentant. On remarque que ce processus de Banjul n'est pas respecté. Il n'y a pas que ça qui est respecté, c'était pendant le Covid, quand il y avait le sommet au Dakar, et donc il limitait les déplacements. Mais pour le moment, le rôle est encore trop limité pour les organisations régionales, ce qui a un impact sur la stratégie collective, tant en termes de négociation des contrats, parce que c'est très bilatéral, pas suffisamment régional, voire régional. Et beaucoup de pays se bousculent, en fait, pour y participer dans les deux sens aussi. Les États qui organisent faire contrôler le processus de Banjul en envoyant des invitations. Et cette optique, elle dérange quand même de plus en plus au sein des opinions publiques africaines parce que c'est quand même un État qui ramène, rassemble parfois 40-45 pays africains. Et cette optique dérange car très souvent, peut-être à l'exception de la Chine qui organise une fois sur le sommet en Afrique, la dernière fois, ça existait en Chine l'année dernière, c'était 2 ans plus de Sénégal, et l'année prochaine, ce sera le Congo. Mais en dehors de la Chine, les autres pays organisent ces sommets souvent dans leurs capitales. Donc, sont les pays qui invitent. Et donc, cette optique dérange de plus en plus, car ce serait symboliquement, la fonction symbolique, que ces sommets, il est de plus en plus demandé par les opinions publiques, que ces sommets soient davantage organisés sur le continent et qu'il y ait aussi plus de traçabilité en termes de
les différentes promesses qui ont été faites lors de ces sommets et la manière dont ces promesses sont mises en œuvre pour un bénéfice plus large de la population. Je vais m'arrêter ici pour le moment. Merci pour votre écoute. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci.